Vous êtes accusé, peut-être à tort, peut-être à raison, mais dans le monde où vous vivez, cela ne fait pas toujours une grande différence. Nous sommes au Moyen Âge. La justice existe, mais elle n'est pas celle que vous connaissez. Les règles sont différentes, les preuves sont rares. Et parfois, le verdict dépend de la foi, du hasard ou de la peur. Un simple soupçon peut suffire. Une accusation peut détruire une vie. Et une fois face au jugement, vous n'avez souvent qu'une seule chose à espérer: survivre. Mais comment fonctionnait réellement la justice médiévale? Qui décidait du sort des accusés? Et que signifiait concrètement être jugé à cette époque? Ce soir, vous allez découvrir la réalité de la justice au Moyen Âge. Mais avant de commencer, si vous aimez ces récits historiques immersifs, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que la justice pouvait vraiment être équitable à cette époque? Et dites-moi aussi d'où vous écoutez cette vidéo et à quelle heure vous plongez dans l'histoire. Installez-vous confortablement et faites face au jugement. Vous ouvrez lentement les yeux, et ce n'est pas votre chambre que vous reconnaissez. Autour de vous, les murs sont faits de bois brut ou de pierres froides, irrégulières. L'air est légèrement humide, chargé d'odeurs de fumée, de terre et de laine. Une lumière douce, presque vacillante, traverse une petite ouverture, bien loin de la clarté franche des fenêtres modernes. Vous entendez au loin des bruits simples, des pas, un outil que l'on dépose, une voix étouffée par l'épaisseur des murs. Vous êtes au Moyen Âge. Dans ce monde, rien n'est vraiment stable. Ni les routes, ni les récoltes, ni même les règles qui gouvernent la vie des hommes. Et pourtant, il existe un ordre, un équilibre fragile, maintenu par la coutume, la hiérarchie et la justice. Une justice que vous ne voyez pas encore clairement, mais que vous ressentez déjà. Elle est là, dans les regards prudents, dans les paroles mesurées, dans les silences parfois lourds entre voisins. Elle ne s'affiche pas sur des textes accessibles à tous. Elle ne repose pas sur un code unique que chacun pourrait consulter. Ici, la justice se vit. Elle se transmet, elle s'impose. Vous comprenez peu à peu que vous êtes né dans un monde où les lois ne sont pas les mêmes d'un lieu à l'autre. Ce que l'on autorise dans une région peut être interdit dans une autre. Ce que l'on tolère dans un village peut être sévèrement puni ailleurs. Car nous sommes dans une période où l'unité politique est fragile. Depuis le partage de l'Empire carolingien en 843, lors du traité de Verdun, le pouvoir s'est morcelé. Les grands rois existent toujours, mais leur influence réelle dépend souvent de la loyauté de seigneurs locaux. Et ces seigneurs, ce sont eux que vous devez craindre ou respecter. Vous ne les voyez pas tous les jours, mais leur autorité est omniprésente. Ils possèdent des terres, des hommes et surtout un droit fondamental, celui de juger. C'est ce que l'on appelle le droit de ban, un pouvoir ancien, presque sacré, qui permet de commander, de contraindre et de punir. Dans votre vie quotidienne, cela signifie que si un conflit éclate avec un voisin, un marchand, un autre paysan, ce n'est pas un juge neutre et distant qui tranchera. Ce sera un homme de pouvoir, enraciné dans cette terre, entouré de ses propres intérêts, de ses propres alliances. Et cela change profondément la manière dont vous vivez. Vous apprenez très tôt à observer, à vous taire parfois, à choisir vos mots avec précaution. Une parole mal interprétée, une accusation lancée trop vite, et tout peut basculer. Car ici, être accusé, ce n'est pas seulement une formalité. Ce n'est pas un simple passage devant une institution. C'est une épreuve sociale, presque existentielle. Votre honneur est en jeu, votre réputation, votre place dans la communauté, et parfois même votre survie. Autour de vous, les autres le savent aussi. Vous le voyez dans leurs gestes, dans la manière dont ils évitent certains sujets, dans les regards qu'ils échangent lorsque quelqu'un évoque une querelle, un vol ou un comportement jugé suspect. La justice médiévale n'est pas silencieuse. Elle circule dans les conversations, dans les rumeurs, dans les souvenirs que chacun garde des affaires passées. On se souvient de celui qui a été condamné, de celui qui a été humilié publiquement, de celui qui n'a pas su se défendre. Ces histoires restent, elles façonnent les comportements. Et puis, il y a cette idée, omniprésente, presque invisible, mais profondément ancrée. La justice vient de Dieu. Vous vivez dans un monde où la religion structure tout. Les saisons, les fêtes, les peurs, et même les jugements. Si quelqu'un est reconnu coupable, ce n'est pas seulement parce que les hommes l'ont décidé. C'est aussi, d'une certaine manière, parce que Dieu l'a permis. Et si quelqu'un est innocent, alors Dieu saura le montrer. Cette croyance influence profondément la manière dont les procès se déroulent. Elle donne un sens à des pratiques qui, pour vous, pourraient sembler étranges.
voire inquiétante. Mais pour l'instant, vous n'en êtes qu'au début de votre découverte. Vous êtes encore dans ce moment suspendu, où vous prenez conscience du monde dans lequel vous venez d'entrer. Un monde où la justice n'est pas écrite noir sur blanc. Un monde où elle dépend des hommes, des coutumes et du regard des autres. Un monde où chaque geste, chaque parole peut un jour être jugé. Et tandis que vous laissez votre regard se poser sur ce nouvel environnement, une sensation douce mais persistante s'installe en vous. Ici, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut aussi pouvoir le prouver. Et surtout, survivre assez longtemps pour être entendu. Le jour s'élève lentement, et avec lui, la vie reprend autour de vous. Vous entendez les premiers gestes du matin. Une porte qui grince, un seau que l'on déplace, des pas encore lourds sur la terre humide. Le monde médiéval ne s'éveille jamais brusquement. Tout semble se faire avec une certaine lenteur, presque comme si le temps lui-même avançait avec précaution. Et pourtant, sous cette apparente tranquillité, vous sentez que quelque chose veille, quelque chose d'invisible, mais bien réel. La justice. Elle n'est pas enfermée dans un bâtiment précis. Elle ne porte pas de robe noire ni de symbole unique. Elle est diffuse, présente dans les regards, dans les souvenirs, dans les paroles que l'on échange à voix basse. Vous comprenez peu à peu que dans ce monde, tout peut devenir affaire de justice. Un champ mal délimité, une dette non remboursée, une promesse rompue, une simple accusation de vol, parfois même sans preuve solide. Il suffit de peu, et ce peu peut transformer une journée ordinaire en un moment décisif. Vous observez les gens autour de vous. Ils parlent, ils rient parfois, mais toujours avec une certaine retenue. Chacun connaît les règles implicites de ce monde. Chacun sait jusqu'où aller, et quand il vaut mieux se taire. Car la parole est une arme. Accuser quelqu'un, c'est déclencher un mécanisme que l'on ne contrôle plus vraiment. C'est exposer l'autre, mais aussi s'exposer soi-même. Si l'accusation est jugée mensongère, celui qui accuse peut être puni à son tour. La justice médiévale ne tolère pas facilement le faux témoignage, car il trouble l'ordre social. Alors on hésite, on pèse ses mots, on observe avant de parler. Et pourtant, malgré ces précautions, les conflits existent. Ils sont même fréquents. Dans un monde où les ressources sont limitées, où les terres sont précieuses, où la survie dépend parfois de détails, les tensions apparaissent naturellement. Un animal qui franchit une limite invisible, une récolte jugée insuffisante, une dette oubliée ou refusée. Peu à peu, vous comprenez que la justice n'est pas seulement là pour punir. Elle est aussi un moyen de maintenir un équilibre fragile entre les individus. Elle évite que les conflits ne dégénèrent en violence incontrôlée, mais elle ne les empêche pas toujours. Car parfois, avant même que la justice ne soit saisie, les hommes règlent leurs différends eux-mêmes, par la menace, par la pression ou par la force. Et c'est justement pour limiter ces débordements que la justice existe. Mais elle arrive souvent après coup. Vous commencez aussi à percevoir l'importance de la communauté. Ici, vous n'êtes jamais vraiment seul. Votre vie est observée, commentée, interprétée. Vos voisins savent qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous vous comportez. Et le jour où un conflit éclate, ce sont souvent eux qui seront appelés à parler. Ils deviennent témoins. Leur parole peut vous soutenir ou vous enfoncer. Alors, sans même y penser, vous adaptez votre manière d'être. Vous cherchez à rester en bons termes avec ceux qui vous entourent. Vous évitez les gestes brusques, les paroles trop dures, car vous savez que, peut-être un jour, vous aurez besoin d'eux. Dans ce monde, la justice n'est pas seulement une affaire de faits, c'est une affaire de relations, et plus encore, une affaire de réputation. Votre honneur est une richesse invisible mais essentielle. Il ne se mesure pas en pièces ou en terres, mais en confiance, en respect, en crédibilité. Le perdre, c'est devenir fragile, le défendre. C'est parfois risquer beaucoup. Vous imaginez alors ce que cela signifie d'être accusé publiquement, se tenir là, devant les autres, sentir les regards, entendre les murmures, essayer de parler, de se justifier, tout en sachant que chaque mot sera pesé, analysé. C'est une épreuve, pas seulement juridique, mais profondément humaine. Et dans certains cas, cette épreuve peut commencer sans prévenir. Une rumeur suffit, une suspicion, un doute. La justice médiévale ne démarre pas toujours avec une enquête rigoureuse. Elle peut naître d'un simple déséquilibre dans la confiance, et une fois enclenchée, elle suit son cours. Vous sentez alors une forme de tension douce s'installer en vous,
Pas une peur violente, mais une vigilance constante, comme si, à tout moment, quelque chose pouvait vous être reproché, comme si chaque geste laissait une trace, comme si votre vie entière pouvait, un jour, être examinée, jugée, pesée. Et pourtant, malgré cela, les gens vivent, ils travaillent, ils aiment, ils espèrent, ils acceptent cette justice parce qu'elle fait partie de leur monde. Elle est imparfaite, parfois dure, mais elle est aussi ce qui empêche le chaos total. Elle est un repère, un cadre, une limite. Et tandis que le soleil monte lentement dans le ciel, éclairant les champs et les visages, vous ressentez plus clairement encore cette réalité. Dans ce monde, vous n'êtes jamais complètement libre de vos actes, car tôt ou tard, quelqu'un pourrait vous demander des comptes. Et ce jour-là, il ne suffira pas de dire la vérité, il faudra convaincre, il faudra être soutenu, et peut-être, il faudra affronter bien plus que des mots. Le matin est encore fragile lorsque vous sortez. Une brume légère flotte au-dessus des champs, adoucissant les contours du monde. Les sons semblent étouffés, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Vous avancez lentement, guidé par une sensation diffuse, celle que quelque chose d'important va se jouer. Aujourd'hui, vous allez comprendre qui détient réellement le pouvoir de juger. Vous suivez un chemin de terre, légèrement creusé par le passage répété des hommes et des animaux. Autour de vous, quelques silhouettes marchent dans la même direction. Personne ne parle vraiment. Les regards sont droits, les gestes mesurés. Il y a dans l'air une forme de gravité. Peu à peu, vous arrivez dans un espace ouvert. Ce n'est pas un tribunal tel que vous pourriez l'imaginer. Il n'y a ni façade imposante, ni symbole universel. La justice médiévale ne se cache pas derrière des murs spécialisés. Elle s'installe là où le pouvoir se trouve, parfois dans une cour, parfois dans une grande salle, parfois simplement, sous le ciel. Aujourd'hui, c'est ici. Les gens se rassemblent lentement. Certains restent en retrait, d'autres s'approchent davantage. Vous sentez une tension douce, presque silencieuse, comme si chacun connaissait déjà l'importance du moment. Et puis, au centre, une présence s'impose, le Seigneur. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le désigne. Tout, dans l'attitude des autres, vous permet de le reconnaître. L'espace semble s'organiser autour de lui. Les distances se créent naturellement. Les regards se dirigent dans sa direction. Il n'élève pas la voix. Il n'a pas besoin de le faire. Son autorité est déjà là. Ce seigneur n'est pas seulement un propriétaire de terre ou un chef militaire. Dans ce monde, il est aussi celui qui rend la justice. Ce pouvoir s'est construit lentement, notamment entre le Xe et le XIIe siècle, lorsque l'autorité des rois s'est affaiblie dans certaines régions, laissant place à une multitude de pouvoirs locaux. On appelle ce pouvoir le droit de ban. C'est un droit essentiel. Il permet au seigneur de commander, de protéger, mais aussi de juger et de punir. Cela signifie que, pour la majorité des habitants, c'est vers lui que l'on se tourne lorsque surgit un conflit, un vol, une dette, une querelle. Peu importe la nature du problème, il finit souvent ici, face à lui. Mais vous remarquez rapidement que le Seigneur ne décide pas seul. Autour de lui, d'autres hommes sont présents. Ils ne sont pas au centre, mais ils ne sont pas non plus simples spectateurs. Ce sont des figures connues, respectées, des hommes que l'on appelle parfois les prud'hommes. Ils ne portent pas de signes particuliers, mais leur rôle est essentiel. Ils connaissent les usages, les habitudes, les précédents. Ils se souviennent. Car dans ce monde, la mémoire joue un rôle fondamental. Il n'existe pas encore de système écrit généralisé pour consigner toutes les décisions. On s'appuie sur ce que l'on sait, sur ce que l'on a vu, sur ce que l'on a entendu. Et ces hommes sont les gardiens de cette mémoire collective. Ils écoutent les affaires, ils donnent leur avis, ils orientent la décision. Le Seigneur reste celui qui tranche, mais il s'appuie sur eux. Vous ressentez alors une forme de proximité. La justice ici n'est pas abstraite, elle est incarnée, elle dépend des hommes présents, de leur expérience, de leurs relations, de leur perception. Et cela lui donne un visage particulier, un visage humain, mais aussi parfois incertain. Car cette justice n'est pas toujours la même. Elle peut varier selon les personnes impliquées, selon leur statut, selon leur réputation, selon leur proximité avec le pouvoir. Vous commencez à comprendre que tout cela forme un équilibre fragile, mais accepté. Car pour les habitants de ce monde, cette manière de juger est naturelle. Elle fait partie de l'ordre des choses. Elle s'inscrit dans une vision où chacun a sa place,
où les rôles sont définis, où la hiérarchie est claire. Et dans cette hiérarchie, le Seigneur est le juge. Vous observez encore quelques instants, les regards, les silences, les gestes, et peu à peu, une idée s'installe en vous, presque comme une évidence. Dans ce monde, la justice n'est pas une institution lointaine. Elle est juste là, à quelques pas, entre les mains d'hommes que vous pouvez voir et dont dépend parfois toute une vie. Votre regard reste posé sur cette scène, mais peu à peu, il se déplace, car si le Seigneur occupe le centre, si sa présence semble organiser l'espace et les décisions, il n'est pas le seul à incarner la justice dans ce monde. Un peu en retrait, presque en silence, une autre figure observe. Vous la remarquez maintenant plus clairement. Un homme aux vêtements sobres, longs, d'une couleur plus sombre que ceux des autres. Sa posture est droite, calme, presque immobile. Il ne cherche pas à s'imposer. Et pourtant, lorsqu'il parle, même brièvement, l'attention se déplace vers lui. C'est un homme d'église. Et sa présence introduit une autre dimension. Car au Moyen-Âge, la justice ne se limite jamais entièrement aux affaires des hommes. Elle est indissociable du regard porté par Dieu. Chaque acte, chaque parole, chaque faute peut être interprétée comme une question morale, spirituelle. Vous comprenez alors que deux formes de justice coexistent. L'une, incarnée par le Seigneur, enracinée dans la terre, dans les relations humaines, dans les équilibres sociaux. L'autre, portée par l'Église, tournée vers l'âme, vers le salut, vers l'éternité. Et ces deux justices ne sont pas opposées. Mais elles ne sont pas identiques non plus. À partir du XIe siècle, avec ce que l'on appelle les réformes grégoriennes, l'Église affirme plus fortement son autorité. Elle cherche à encadrer la vie des fidèles, à imposer des règles plus strictes. Et cela passe aussi par la justice. Peu à peu, elle développe ses propres tribunaux. Des juridictions ecclésiastiques. Si vous êtes impliqué dans certaines affaires, un mariage contesté, un serment brisé, une accusation de blasphème ou d'hérésie, ce n'est pas ici, devant le Seigneur, que vous serez jugé, mais devant un tribunal d'Église. Et ces tribunaux fonctionnent différemment. Ils accordent plus de place à l'écrit. Ils s'appuient davantage sur des règles précises, inspirées du droit canonique. Ils cherchent, en théorie, à comprendre les intentions, à examiner les fautes sous un angle moral. Mais cela ne les rend pas plus doux, car certaines fautes sont considérées comme graves, non pas seulement pour la société, mais pour l'ordre divin lui-même. Vous ressentez alors une tension nouvelle, car être jugé par l'Église, ce n'est pas seulement répondre de ses actes, c'est aussi répondre de son âme. Et les conséquences peuvent dépasser le simple cadre de la vie terrestre. On peut vous imposer des pénitences, des prières, des pèlerinages. Mais dans certains cas, les sanctions peuvent être plus lourdes. Car préserver la foi, protéger l'ordre religieux, est considéré comme essentiel. Vous entendez alors, presque comme un écho venu d'un autre lieu, parler d'une institution qui apparaît au XIIIe siècle. Une institution qui marque profondément l'histoire de la justice. L'Inquisition, mise en place officiellement autour de 1231, sous le pape Grégoire IX, elle a pour mission de lutter contre les hérésies. Elle introduit une nouvelle manière de procéder. On ne se contente plus d'attendre une accusation. On enquête, on cherche, on interroge. Cela transforme la justice. Elle devient plus active, plus systématique, mais aussi, parfois, plus inquiétante. Car désormais, ce n'est plus seulement la communauté qui parle. C'est une autorité qui examine, qui questionne, qui creuse. Et face à cela, vous pouvez vous sentir plus exposé encore. Vous commencez alors à percevoir toute la complexité de ce monde. Car selon votre situation, selon ce que l'on vous reproche, vous pouvez être jugé par différentes autorités. Le Seigneur, un représentant du roi, un tribunal ecclésiastique. Et chacune de ces instances a ses règles, ses méthodes, sa manière de voir les choses. Cela signifie que la justice médiévale n'a pas un seul visage, elle en a plusieurs. Et ces visages peuvent parfois se superposer ou se contredire. Un même acte peut être perçu comme une faute sociale et comme un péché, un conflit peut relever à la fois du droit seigneurial et du droit religieux. Et dans ces cas-là, les frontières deviennent floues. Vous ressentez alors une forme d'incertitude, comme si le sol lui-même n'était pas totalement stable. Car être jugé dépend non seulement de ce que vous avez fait, mais aussi de qui vous juge. Et cela peut tout changer.
Vous, laissez votre regard revenir doucement vers l'ensemble de la scène, le Seigneur, les prud'hommes, l'homme, d'église, chacun à sa place, chacun avec son rôle. Et vous comprenez que la justice médiévale n'est pas un système simple, c'est un équilibre, un entrelacement d'autorité, de croyances, de pratiques. Un monde où la décision finale dépend souvent de plusieurs regards, plusieurs logiques, plusieurs vérités, et tandis que le silence revient, doucement, comme une respiration lente, une pensée s'impose à vous. Si votre vie dépendait d'un jugement, le plus difficile ne serait peut-être pas de prouver votre innocence, mais de savoir devant qui vous devrez le faire. Le rassemblement s'est dissipé, peu à peu. Les silhouettes se sont éloignées, les voix se sont fondues dans le quotidien, et vous vous retrouvez à nouveau dans ce monde où tout semble calme. Mais où, désormais, vous percevez autre chose, une structure invisible, des règles qui ne sont jamais vraiment écrites devant vous, mais que tout le monde semble connaître. Vous marchez lentement le long d'un chemin bordé de terre cultivée. Le vent glisse sur les herbes basses, emportant avec lui une odeur de terre fraîche. À première vue, rien ne distingue cet endroit d'un autre. Et pourtant, ici aussi, il y a des règles, des limites, des droits. Mais où sont-ils inscrits? Vous regardez autour de vous. Il n'y a pas de panneau, pas de texte affiché, pas de livre ouvert que chacun pourrait consulter. Et c'est là que vous commencez à comprendre. Dans ce monde, la loi ne se lit pas, elle se transmet, elle circule dans les mémoires, dans les habitudes, dans les gestes répétés depuis des générations. On l'appelle la coutume. C'est elle qui structure une grande partie de la justice médiévale, surtout entre le Xe et le XIIIe siècle. Une loi vivante qui ne repose pas sur un code unique, mais sur ce que l'on a toujours fait et que l'on continue de faire. Vous n'avez pas appris ces règles dans un livre. Vous les avez intégrées, sans même vous en rendre compte. En observant, en écoutant, en vivant ici, vous savez, sans qu'on vous l'explique, jusqu'où vous pouvez aller, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et lorsque le doute apparaît, on ne cherche pas une page, on cherche une mémoire. On se tourne vers ceux qui savent, les anciens, les prud'hommes, ceux qui ont vu, vécu, entendu, ceux qui peuvent dire « cela s'est déjà produit, voilà comment cela a été réglé ». Vous imaginez une scène, deux hommes se disputent une parcelle de terre. La limite est floue, chacun est convaincu d'avoir raison. Aucun document ne vient trancher. Alors on appelle ceux qui se souviennent, on interroge, on compare avec le passé. Et peu à peu, une décision émerge, non pas parce qu'elle est écrite noir sur blanc, mais parce qu'elle correspond à ce que l'on considère comme juste. Ici, vous ressentez alors une forme de stabilité, car même si tout n'est pas écrit, tout n'est pas arbitraire, il y a des repères, des habitudes, des équilibres, mais en même temps, vous percevez aussi une fragilité, car la mémoire peut varier, les versions peuvent différer. Intérêts peuvent influencer les souvenirs et ce qui est considéré comme la coutume peut parfois être interprété différemment selon les personnes. Cela signifie que la justice ici n'est jamais totalement figée, elle s'adapte, elle évolue, elle dépend du contexte et de ceux qui la portent. Et pourtant, malgré cette souplesse, elle est respectée, car elle appartient à tous, elle est partagée, elle est connue et surtout, elle est ancienne. Elle donne le sentiment d'un ordre qui dépasse les individus, d'une continuité, d'un monde qui tient, parce qu'il s'appuie sur ce qui a toujours été. Mais peu à peu, quelque chose commence à changer. Vous ne le voyez pas encore clairement, mais vous le ressentez comme un mouvement lent, presque imperceptible. À partir du XIIe siècle, dans certaines régions, on commence à écrire ces coutumes, à les fixer, à les consigner. Pas partout, pas immédiatement, mais progressivement, comme si l'on cherchait à stabiliser ce qui, jusque-là, vivait uniquement dans les esprits. Vous comprenez alors que vous êtes à un moment de transition, entre un monde entièrement oral et un monde qui commence à écrire ses règles. Et cela va changer beaucoup de choses. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans cet espace particulier, un monde où la loi n'est pas visible, mais où elle est partout. Et tandis que vous avancez lentement, laissant vos pas suivre le rythme tranquille de ce paysage ancien, une pensée s'installe doucement en vous. Ici, connaître la loi ne signifie pas la lire.
Cela signifie l'avoir vécu. Vous poursuivez votre marche, lentement, presque en silence. Le vent s'élevait légèrement, faisant onduler les herbes et bruire les feuillages. Autour de vous, rien ne semble avoir changé. Et pourtant, votre regard est différent. Vous ne voyez plus seulement des champs, des chemins, des habitations. Vous voyez des règles invisibles, des limites implicites, des droits qui s'exercent sans jamais être écrits devant vous. Et peu à peu, une idée s'impose avec plus de clarté encore. Il n'existe pas une seule loi, mais plusieurs. Vous vous arrêtez un instant, comme pour laisser cette pensée s'installer pleinement. Dans votre monde, aujourd'hui, la loi semble unique, structurée, centralisée. Mais ici, au Moyen-Âge, elle est multiple, superposée, parfois même contradictoire. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez, mais aussi de qui vous êtes. Dans certaines régions, notamment au sud de l'Europe, vous percevez l'influence d'un droit plus ancien. Un droit venu de l'Empire romain, redécouvert et étudié à partir du XIIe siècle, notamment dans des centres intellectuels comme Bologne. Ce droit romain est différent, plus structuré, plus écrit, plus logique, dans sa manière d'organiser les règles et les décisions. Mais il ne remplace pas immédiatement les coutumes locales. Il vient s'y ajouter. Comme une couche supplémentaire. Dans d'autres régions, notamment au nord, la coutume reste dominante. Elle continue de guider les jugements, les comportements, les décisions, et puis, il y a encore une autre forme de droit. Le droit canonique, celui de l'Église. Un droit qui concerne tout ce qui touche à la foi, au sacrement, à la morale. Le mariage, par exemple, relève largement de cette juridiction. Les questions de serment, de promesse, de péché. Vous commencez alors à percevoir un monde juridique complexe. Un monde où plusieurs systèmes coexistent, se croisent, s'entrelacent. Cela signifie que, selon la nature d'un conflit, vous ne serez pas jugé de la même manière. Un problème de terre. On se tourne vers la coutume locale. Un litige entre marchands? Certaines règles spécifiques peuvent s'appliquer. Un mariage contesté? L'Église intervient et dans certains cas, plusieurs de ces systèmes peuvent entrer en jeu. Vous ressentez alors une forme d'incertitude, comme si le sol lui-même variait sous vos pieds, car être jugé ne dépend pas uniquement de ce que vous avez fait, mais aussi du cadre dans lequel votre affaire est placée. Et ce cadre peut changer, mais ce n'est pas tout. Votre statut personnel joue un rôle essentiel, peut-être même déterminant. Vous baissez légèrement le regard, comme pour mieux sentir votre propre place dans ce monde. Êtes-vous libre? Dépendant? Riche? Pauvre? Noble? Paysan? Clerc? Chacune de ces positions modifie votre rapport à la justice. Un noble, par exemple, peut être jugé par ses pairs. Il bénéficie d'une forme de reconnaissance sociale qui influence la manière dont on l'écoute, dont on le traite. Un homme libre aura plus de possibilités pour se défendre. Un serf, en revanche, dépend entièrement de son seigneur. Sa marge de manœuvre est réduite. Sa parole, moins puissante. Vous comprenez alors que la justice médiévale n'est pas égalitaire. Elle ne cherche pas à traiter chacun de manière identique. Elle reflète l'ordre social. Un ordre hiérarchisé, structuré, considéré comme naturel et souvent comme voulu par Dieu. Cela signifie que les inégalités ne sont pas toujours perçues comme injustes. Elles sont intégrées, acceptées comme faisant partie du fonctionnement normal du monde. Vous ressentez alors une forme de calme étrange, pas un apaisement complet, mais une compréhension plus profonde. Dans ce monde, chacun connaît sa place, et la justice s'adapte à cette place. Elle ne cherche pas à effacer les différences, elle les organise, elle les encadre, elle les confirme. Parfois, et tandis que vous reprenez votre marche, laissant vos pas suivre un rythme lent et régulier, une pensée se forme doucement en vous. Avant même d'être jugé, avant même d'être accusé, votre destin dépend déjà de nombreux éléments que vous ne contrôlez pas. Votre naissance, votre statut, votre réputation. Et dans ce monde aux règles multiples, mouvantes, parfois incertaines, la justice n'est pas seulement une question de vérité, c'est une question de position, d'équilibre et de place, dans un ordre qui vous dépasse. Le jour semble paisible. Rien, à première vue, ne vient troubler le rythme lent de la vie qui vous entoure. Les gestes sont simples, répétés, presque rassurants. Le bois que l'on coupe, les outils que l'on déplace, les voix qui s'élèvent doucement, sans urgence. Et pourtant,
C'est souvent dans ces moments calmes que tout commence. Vous avancez lentement, attentif à ce qui vous entoure, et peu à peu, vous ressentez un léger décalage. Rien de visible, rien de clairement exprimé, mais une nuance dans les regards, un silence un peu trop long, une conversation qui s'interrompt lorsque vous approchez, un visage qui se détourne, plus vite que d'habitude. Ce sont des signes discrets, presque imperceptibles, mais dans ce monde, ils ont du sens, car ici, une accusation ne surgit pas toujours de manière directe. Elle ne commence pas forcément par une plainte formelle, ni par une convocation officielle. Elle naît souvent autrement, elle naît dans la rumeur. Vous commencez à entendre quelques mots, à demi prononcés, jamais complètement assumés. Une histoire racontée à voix basse, une suspicion évoquée comme une possibilité. On dit que, il paraît que, rien n'est affirmé clairement, mais les mots circulent. Ils passent d'une personne à l'autre, ils se modifient légèrement, ils s'ajustent, et peu à peu, ils prennent de la consistance. Ce qui n'était qu'un doute devient une hypothèse, puis une idée partagée, et enfin, une conviction pour certains. Vous comprenez alors que la rumeur n'est pas un simple bruit de fond. Elle est une force. Dans une société où l'écrit est rare, où les preuves matérielles sont limitées, la parole devient un vecteur essentiel de vérité, ou de ce que l'on perçoit comme tel. Et cette parole peut vous désigner, sans preuve, sans certitude, mais avec suffisamment de poids pour déclencher quelque chose. Car à un moment, quelqu'un parle plus fort que les autres, quelqu'un accuse, il ne murmure plus, il affirme, et à cet instant précis, tout bascule. Votre nom est prononcé, ou celui d'un autre, mais peu importe, car vous comprenez ce que cela signifie, une accusation, une vraie, et à partir de là, le processus commence. Vous ressentez immédiatement une tension nouvelle, comme si l'air lui-même devenait plus dense. Car être accusé, ici, ce n'est pas une étape anodine. Ce n'est pas une formalité, c'est une entrée dans un monde incertain, un monde où il faudra répondre, se justifier, convaincre, et parfois se battre pour être entendu. La convocation ne tarde pas, elle n'a rien de cérémonieux. Un homme vient, il parle peu, il vous demande de vous présenter, et vous savez que vous ne pouvez pas refuser. Refuser serait déjà une forme de faute. Vous vous préparez alors. Mais comment se préparer à quelque chose dont on ne maîtrise pas les règles? Vous ne savez pas exactement ce que l'on vous reproche. Ou peut-être le savez-vous. Mais vous ne savez pas comment cela sera interprété. Car dans ce monde, l'accusation a un poids immédiat. Elle vous place dans une position fragile. Elle modifie la manière dont les autres vous regardent. Et même si vous êtes innocent, cela ne suffit pas. Car ici, l'innocence ne se suppose pas. Elle doit se démontrer. Et ce chemin peut être long. Vous avancez alors, lentement, vers ce moment où vous devrez faire face. Et déjà, vous sentez que quelque chose a changé. Pas seulement autour de vous, mais en vous. Comme si, à partir du moment où votre nom a été prononcé, vous n'étiez plus tout à fait le même. Vous avancez lentement. Chaque pas vous rapproche du lieu où l'on vous attend. Et pourtant, le chemin vous semble plus long que d'habitude. Comme si le temps lui-même s'étirait, hésitait, retardez ce moment que vous ne pouvez pourtant pas éviter. Autour de vous, le monde continue. Les champs, les habitations, les gestes quotidiens, tout est là, inchangé. Et pourtant, votre regard n'est plus le même. Vous ne voyez plus seulement des visages familiers. Vous voyez des témoins potentiels. Des regards qui jugent déjà sans le dire. Des pensées que vous ne pouvez pas entendre, mais que vous devinez, car la rumeur vous a précédé. Elle est arrivée avant vous. Elle s'est installée dans les esprits, doucement, insidieusement. Elle a laissé des traces, des impressions, des doutes. Et vous comprenez? Alors une chose essentielle, le jugement ne commence pas devant le Seigneur. Il commence ici, dans les regards, dans les murmures, dans la manière dont les autres vous perçoivent. Vous arrivez enfin. Le lieu est simple, comme toujours. Rien de grandiose, rien d'impressionnant en apparence. Et pourtant, vous ressentez immédiatement le poids de l'endroit. Quelques personnes sont déjà présentes. D'autres arrivent. Certaines vous regardent brièvement, puis détournent les yeux. D'autres vous observent plus longuement, comme si elles cherchaient à lire quelque chose en vous. Vous êtes exposé, pas seulement à une accusation, mais au regard de tous. Et dans ce monde, cela compte autant que le reste.
On ne vous demande pas immédiatement de parler. On vous observe d'abord. On vous situe, on vous replace dans un contexte. Car ici, on ne juge pas seulement un acte, on juge une personne. Votre passé compte. Votre réputation compte. Vos relations comptent. Avez-vous déjà été impliqué dans des conflits? Êtes-vous considéré comme honnête, travailleur, ou au contraire, instable, imprévisible, peu fiable? Tout cela entre en jeu. Tout cela peut influencer ce qui va suivre. Vous comprenez alors que votre vie entière est, d'une certaine manière, convoquée avec vous. Et puis, la parole circule. On interroge, on écoute. Les versions se confrontent, parfois calmement, parfois avec plus de tension. Les témoins prennent la parole. Mais ici, être témoin ne signifie pas toujours avoir vu. On peut témoigner de votre réputation, de votre comportement, de ce que l'on pense de vous. Et cela a du poids, car dans une société où les preuves matérielles sont rares, la perception collective devient une forme de vérité. Vous ressentez alors une certaine fragilité, car vous ne contrôlez pas tout. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que les autres disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils choisissent de révéler ou de taire. Et dans certains cas, une étape supplémentaire apparaît, une étape plus structurée, plus encadrée. L'enquête, à partir du XIIIe siècle, sous l'influence du droit canonique et du renforcement du pouvoir royal, une nouvelle manière de faire se développe. On ne se contente plus d'attendre qu'un accusateur parle. On cherche, on interroge. On rassemble des éléments. C'est ce que l'on appelle la procédure inquisitoire. Elle marque une évolution importante, car désormais, la justice peut agir d'elle-même. Elle peut décider d'examiner une situation, même sans accusation formelle. Cela peut sembler plus juste, plus rigoureux. Mais cela peut aussi être plus inquiétant, car cela signifie que vous pouvez être examiné, sans l'avoir choisi, que votre vie peut être passée en revue, analysée, questionnée, et face à cela, vous pouvez vous sentir encore plus exposé. Vous ressentez alors toute la complexité de ce moment, être accusé. Ce n'est pas simplement répondre à une parole, c'est entrer dans un processus où les mots comptent, où les regards comptent, où les silences comptent aussi, un processus où la vérité ne s'impose pas toujours d'elle-même, mais doit être construite et parfois disputée. Vous restez là, quelques instants, respirant lentement, observant, écoutant, et peu à peu, une idée s'installe, plus claire, plus profonde. À partir du moment où vous êtes accusé, vous ne vous appartenez plus tout à fait. Votre histoire devient publique, votre réputation devient fragile, et votre avenir dépend désormais de ce que les autres croiront. Le moment est venu. Après les murmures, les regards, les récits qui s'entrelacent, quelque chose doit être établi. Une direction doit émerger. Une forme de vérité doit apparaître, même dans ce monde où elle semble parfois glisser entre les doigts. Vous êtes là, debout, au cœur de l'attention. Le silence n'est jamais total, mais il devient plus dense. Les voix se font plus rares. Les gestes ralentissent. Chacun attend, car désormais, il ne s'agit plus seulement d'accuser. Il faut prouver. Et dans ce monde, la preuve n'a pas la forme que vous pourriez imaginer. Il n'y a pas d'analyse précise, pas de documents systématiques, pas de démonstration scientifique. La vérité, ici, se construit autrement. Elle passe par la parole, par l'engagement, par quelque chose de plus profond encore. Le serment. Vous entendez ce mot résonner doucement. Le serment. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration. Ce n'est pas dire « je n'ai rien fait » et espérer être cru. C'est un acte solennel, presque sacré. Vous devez affirmer votre innocence devant les autres, mais aussi devant Dieu. Et cela change tout, car dans ce monde, mentir sous serment n'est pas seulement une faute sociale. C'est un péché grave, une mise en danger de votre âme. Vous sentez alors toute la tension de cet instant. Car lorsque vous parlez, vous ne parlez pas seulement aux hommes. Vous adressez à quelque chose de plus grand. Et chacun le sait. Les regards sont attentifs, les silences sont lourds. On observe votre manière de parler, votre posture, votre assurance ou vos hésitations. Car au-delà des mots, on cherche des signes, des indices, quelque chose qui pourrait révéler la vérité. Mais souvent, votre parole seule ne suffit pas, elle doit être soutenue, renforcée. Et c'est là qu'intervient une pratique essentielle de la justice médiévale, les co-jureurs.
vous tournez légèrement là. Tête, vous voyez ces hommes, parfois des proches, parfois des voisins, qui se tiennent à vos côtés. Ils ne sont pas là pour raconter ce qu'ils ont vu, ils sont là pour affirmer qu'ils vous croient, qu'ils estiment que votre parole est digne de confiance. Ils jurent avec vous, et ce geste a une force particulière, car il engage leur propre honneur, leur propre réputation, leur propre relation à Dieu. Ils ne prennent pas cela à la légère, et leur présence peut tout changer. Si vous êtes entouré de personnes respectées, reconnues pour leur intégrité, votre position se renforce, mais si personne ne se présente. Si vous êtes seul, alors le silence devient un poids, un vide difficile à combler. Vous comprenez alors quelque chose d'essentiel. Dans ce monde, la vérité n'est pas seulement une question de fait, c'est une question de crédibilité. Et cette crédibilité ne se construit pas au moment du procès, elle se construit toute une vie dans vos relations, dans votre manière d'être, dans la confiance que vous inspirez aux autres. Vous ressentez cela profondément. Chaque regard autour de vous semble porter une mémoire, un jugement déjà formé, une impression qui dépasse les mots. Et pourtant, malgré tout cela, malgré les serments, malgré les soutiens, le doute peut persister, car les paroles peuvent s'opposer. Les versions peuvent diverger. Les certitudes peuvent s'effriter. Et lorsque cela arrive, lorsque la vérité ne parvient pas à s'imposer clairement, alors la justice médiévale se tourne vers autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus troublant. Mais pour l'instant, vous êtes encore là, dans cet instant suspendu, où tout repose sur les mots, sur les voix, sur les liens invisibles qui vous unissent, ou non, aux autres. Et tandis que vous laissez le silence s'installer doucement, une pensée se forme en vous. Dans ce monde, dire la vérité ne suffit pas. Il faut que d'autres acceptent de la porter avec vous. Le silence s'étire encore un instant. Les serments ont été prononcés, les voix se sont élevées, puis apaisées, et pourtant, quelque chose résiste. Une hésitation, presque imperceptible, flotte dans l'air. Comme si la vérité, malgré les mots, refusait de se fixer. Vous le sentez, les regards ne sont pas entièrement convaincus. Les certitudes ne sont pas complètes. Et dans ce monde, lorsque la parole ne suffit plus, lorsque les témoignages se contredisent ou s'équilibrent, il faut aller plus loin. Alors, lentement, une autre possibilité apparaît. Une possibilité ancienne, redoutée, respectée. On l'évoque sans hausser la voix, comme si le simple fait de la nommer suffisait à changer l'atmosphère. L'ordalie, le jugement de Dieu. Vous ressentez immédiatement un frisson discret. Pas de peur violente, non, mais une tension plus profonde. Car ici, on ne cherche plus seulement à convaincre les hommes. On s'en remet directement à Dieu. On considère que, face à l'incertitude humaine, il saura révéler la vérité. Et pour cela, le corps devient l'épreuve. Vous imaginez la scène avant même de la voir. Un espace dégagé, des regards tournés vers un point précis, une attente silencieuse. Puis, lentement, les éléments se mettent en place. Il existe plusieurs formes d'ordalie. L'épreuve de l'eau, l'épreuve du feu, parfois même l'eau froide, où l'on observe si le corps flotte ou s'enfonce. Mais l'une des plus marquantes reste celle du feu. Vous voyez un objet chauffé à blanc, un fer rougeoyant, presque irréel dans sa chaleur. Et vous comprenez ce que cela implique. Celui qui est accusé devra le porter, le tenir, marcher avec, puis attendre, car le jugement ne se fait pas immédiatement. Après l'épreuve, on enveloppe la blessure, on patiente quelques jours, et ensuite, on observe si la plaie cicatrise correctement, si elle ne montre pas de signes d'infection. Alors Dieu a protégé l'innocent, mais si la blessure s'aggrave, si elle se détériore, alors le verdict est considéré comme clair. Vous ressentez toute l'ambiguïté de ce moment. Car d'un côté, il y a une foi profonde, une conviction sincère que Dieu intervient, qu'il guide, qu'il ne laisse pas l'injustice triompher. Mais de l'autre, il y a le corps, la douleur, le risque. Et vous comprenez que, pour les hommes et les femmes de ce temps, cela a du sens. Car lorsque tout le reste échoue, il faut bien se tourner vers une autorité supérieure. Vous observez les visages autour de vous. Certains sont graves, d'autres presque apaisés. Comme si cette épreuve apportait une forme de réponse là où les mots avaient échoué. Mais peu à peu, dans le fil du temps, cette pratique commence à disparaître. À partir de 1215, lors du concile de Latran IV, l'Église interdit aux prêtres de participer aux ordalies. Et cela change tout. Car sans la présence religieuse, sans la bénédiction, le sens de l'épreuve s'effrite. Elle perd sa légitimité. Elle devient plus rare. Puis, lentement, elle disparaît, remplacée par d'autres formes de preuves.
plus rationnelle, plus encadrée. Mais dans le monde où vous vous trouvez encore, elle existe, elle est réelle. Elle peut décider d'un destin. Et face à elle, les mots ne suffisent plus, les soutiens non plus. Il ne reste qu'une chose, traverser l'épreuve. Vous sentez alors une tension douce s'installer en vous, comme si, l'espace d'un instant, vous étiez à la place de celui qui doit avancer. Faire un pas, puis un autre, sentir la chaleur, le poids, le regard des autres, et attendre. Ensuite, attendre que le temps, et peut-être Dieu, parlent à votre place. Et tandis que cette image s'imprime lentement dans votre esprit, une pensée émerge, presque comme un murmure. Dans ce monde, la vérité peut brûler, et parfois, il faut la traverser pour être crue. Le jour avance, mais quelque chose a changé. L'air semble plus dense, plus chargé, comme si chaque souffle portait une attente particulière. Vous ressentez cette tension avant même de comprendre ce qui se prépare. Les voix sont plus basses, les gestes plus mesurés. Les regards, eux, se croisent moins longtemps, ou s'attardent davantage. Car parfois, dans ce monde où la parole et les serments tentent d'établir la vérité, tout cela ne suffit pas. Il arrive que les versions s'opposent, sans jamais se rejoindre, que les témoins ne permettent pas de trancher, que les certitudes restent incomplètes. Et dans ces moments-là, une autre voie s'ouvre, une voie plus directe, plus physique, le duel judiciaire. Vous en percevez le nom avant même d'en voir la forme. Il circule à voix basse, comme une possibilité que l'on n'évoque pas à la légère. Car ce qui va suivre n'est pas un simple affrontement. C'est une décision, une manière de juger, une manière de laisser Dieu intervenir. À travers le combat, vous avancez, presque malgré vous, vers un espace dégagé. Le sol est irrégulier, légèrement tassé. Autour, des silhouettes se rassemblent. Personne ne crie, personne ne se presse. Tout semble se faire avec une gravité particulière. Au centre, 2 hommes. Ils ne se regardent pas encore directement. Chacun est absorbé dans ses propres gestes. Ajuster une arme, vérifier une prise, respirer. Car ici, ce n'est pas une colère soudaine qui s'exprime. C'est une épreuve organisée, encadrée, décidée. Le duel judiciaire, que l'on appelle aussi jugement de Dieu par les armes, repose sur une idée simple, mais profondément ancrée dans la mentalité de ce temps. Dieu ne laissera pas triompher le mensonge. Il soutiendra celui qui dit la vérité. Et donc, celui qui l'emporte est considéré comme ayant raison. Vous ressentez immédiatement toute la puissance de cette croyance. Elle donne un sens au combat. Elle transforme un affrontement physique en décision judiciaire. Ce n'est pas seulement une question de force, c'est une question de vérité, du moins de ce que l'on croit être la vérité. Vous observez les 2 hommes, leur posture, leur silence, et vous comprenez que ce moment dépasse largement leur simple conflit. Il engage leur honneur, leur réputation, parfois même leur vie, car dans certains cas, le duel ne s'arrête pas avant qu'un des 2 ne tombe. Et même lorsqu'il ne va pas jusque-là, la défaite suffit à trancher, à désigner, à conclure. Mais ce type de jugement n'est pas accessible à tous. Il concerne surtout les hommes libres, et plus encore, les nobles, car dans leur monde, l'honneur est central, et le défendre par les armes est perçu comme légitime, naturel, presque attendu. Vous commencez alors à ressentir une certaine distance, car si vous n'êtes pas de ce rang, cette possibilité vous échappe. Votre destin se joue autrement, mais pour ceux qui peuvent y recourir, le duel est une épreuve ultime, une manière de mettre fin au doute, une manière de trancher, sans appel. Vous regardez autour de vous. Les spectateurs sont silencieux. Certains ont déjà vu cela, d'autres non. Mais tous savent que ce qui va se produire compte, que ce moment peut décider d'une vie, d'une réputation, d'une vérité. Et peu à peu, une idée s'installe en vous. Ici, la justice ne cherche pas toujours à comprendre. Elle cherche à conclure, à trancher, même si le chemin pour y parvenir vous semble, à vous, incertain. Et tandis que les 2 hommes se préparent, que l'espace semble se resserrer autour d'eux, vous ressentez une tension douce, mais persistante. Dans ce monde, lorsque les mots échouent, c'est le corps qui parle. Le moment est arrivé. L'air semble suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Autour de vous, personne ne parle plus vraiment. Les murmures se sont éteints, laissant place à un silence dense, presque palpable. Au centre, les 2 hommes se font face. Leurs regards se croisent enfin. Pas de colère débordante, pas de cris, seulement une tension contenue, profonde. Car chacun sait que ce qui va se jouer dépasse leur simple affrontement. C'est un jugement, un verdict, en devenir. Vous remarquez les détails.
les mains qui se referment sur les armes, les épaules légèrement tendues, la respiration plus lente, plus contrôlée. Tout est précis. Rien n'est laissé au hasard, car le duel judiciaire n'est pas un combat improvisé. Il obéit à des règles. Des conditions ont été fixées à l'avance, le lieu, les armes, parfois même la durée. Tout cela pour donner au combat une forme de légitimité, pour qu'il ne soit pas perçu comme une violence désordonnée, mais comme un acte de justice. Et puis, sans signal éclatant, sans annonce solennelle, le mouvement commence. Un pas, puis un autre. Le premier choc des armes résonne dans l'air, un son sec, presque brutal, qui tranche avec le silence précédent. Vous ressentez ce moment, pas seulement avec vos yeux, mais avec tout votre corps, comme si chaque geste, chaque impact, portait une signification plus grande. Car ici, chaque coup est interprété, chaque esquive, chaque avancée. On observe, on retient son souffle, on attend de voir qui prendra l'avantage. Les mouvements s'enchaînent, parfois rapides, parfois hésitants. Il n'y a pas de certitude, pas de scénario écrit. Et pourtant, une conviction demeure, profondément ancrée dans les esprits de ceux qui regardent. Dieu guide ce combat, Dieu choisira, Dieu révélera. Vous ressentez alors toute la force de cette croyance. Elle donne un sens à ce qui pourrait autrement sembler arbitraire, elle transforme la force en signe, la victoire en preuve. Mais au fond de vous, une question persiste. Et si le plus fort l'emporte simplement parce qu'il est plus fort? Et si l'entraînement, l'âge, la fatigue, influençaient davantage que la vérité? Cette question, vous la portez avec votre regard moderne. Mais ici, elle ne se pose pas de la même manière. Car dans ce monde, la victoire n'est jamais seulement physique. Elle est interprétée, reliée à quelque chose de plus grand. Et cela suffit à la rendre acceptable. Le combat continue, les corps se fatiguent, les gestes deviennent plus lourds, plus imprécis. Et puis, un moment de bascule, un déséquilibre, une chute ou un coup décisif. Le silence se brise légèrement, pas par des cris, mais par un souffle collectif. Le duel touche à sa fin, l'un des deux hommes ne peut plus continuer. Il est à terre, ou il abandonne. Et cela suffit. Le verdict est là, immédiat, sans appel. Celui qui reste debout a raison. Non pas parce qu'il a mieux argumenté, non pas parce qu'il a convaincu, mais parce qu'il a vaincu. Vous ressentez alors toute la brutalité, mais aussi la simplicité de ce système. Il ne laisse pas de place au doute, pas de retour en arrière, pas d'appel. La décision est prise, et elle est acceptée. Autour de vous, les regards se relâchent peu à peu. La tension diminue. Le monde reprend doucement son rythme. Comme si ce moment, aussi intense soit-il, n'était qu'une étape. Et pourtant, pour celui qui a perdu, tout a changé. Son honneur, sa position, parfois sa vie. Et même pour celui qui a gagné, quelque chose reste, une trace, un souvenir, la conscience d'avoir été jugé par le combat. Vous comprenez alors que le duel judiciaire est plus qu'une pratique, c'est une vision du monde, une manière de croire que la vérité peut s'imposer par l'épreuve, par la confrontation, par la force. Mais cette pratique, peu à peu, va évoluer. À partir du XIIIe siècle, avec le renforcement du pouvoir royal et le développement de procédures plus encadrées, le duel commence à être limité. On cherche d'autres moyens, d'autres preuves, moins violentes, plus contrôlées. Mais dans le monde où vous vous trouvez encore, il existe. Il est réel et il peut décider de tout. Vous restez là, quelques instants, immobile, le regard posé sur cet espace désormais vide. Et une pensée s'installe doucement en vous. Si votre vérité dépendait d'un combat, auriez-vous confiance en vos mots ou en votre force? Le bruit du combat s'est éloigné. Les voix se sont dissipées, les regards se sont détournés. Et peu à peu, le monde semble retrouver un rythme plus lent, plus calme. Mais pour certains, ce calme n'est qu'une transition, car tous les accusés ne sont pas jugés immédiatement. Certains doivent attendre. Et cette attente, vous allez la ressentir. On vous guide, sans brusquerie mais sans douceur non plus, vers un autre lieu. Un endroit que l'on ne montre pas vraiment, que l'on évoque peu, mais qui existe, solidement ancré dans la réalité de cette justice. La prison. Vous avancez vers une construction massive, faite de pierres épaisses. Elle ne porte pas de signe particulier,
mais elle impose quelque chose par sa simple présence, une lourdeur, une fermeture. À mesure que vous approchez, l'air change. Il devient plus frais, plus humide, plus dense. Une odeur de pierre mouillée, mêlée à celle de la paille et du renfermé, vous enveloppe lentement. Et vous comprenez que vous entrez dans un autre espace, un espace où le temps ne s'écoule pas de la même manière. La porte s'ouvre. Le bruit du bois et du métal résonne brièvement, puis s'éteint. À l'intérieur, la lumière est faible. Elle passe par de petites ouvertures, étroites, insuffisantes pour éclairer pleinement les lieux. Les murs sont rugueux, irréguliers. Le sol est froid. Il n'y a pas de structure ordonnée, pas de rangée de cellules identiques, pas de système pensé pour le confort, ou même pour la durée. Car ici, la prison n'est pas une peine. C'est un passage, un lieu d'attente. Vous ressentez immédiatement cette différence. On ne vous enferme pas pour vous punir longuement. On vous enferme en attendant. Attendre le jugement, attendre la décision, attendre, sans savoir combien de temps. Et cette incertitude change tout. Vous observez autour de vous. Quelques silhouettes sont présentes. Des hommes, assis ou allongés sur de la paille. Certains parlent à voix basse. D'autres restent immobiles, perdus dans leurs pensées. Il n'y a pas de bruit excessif, juste des respirations, des mouvements discrets. Le temps semble ralenti, presque suspendu. Vous vous installez, ou plutôt, vous vous adaptez, car il n'y a pas vraiment d'installation ici. Juste un espace à occuper, un endroit à supporter. Et peu à peu, vous commencez à ressentir le poids de cette attente. Les heures passent, mais sans repère clair. La lumière change à peine. Les sons de l'extérieur sont lointains, comme si le monde continuait, sans vous. Vous comprenez alors que l'épreuve n'est pas seulement ce qui vous attend. Elle est déjà là, dans cette attente, dans cette immobilité, dans cette absence de certitude, car vous ne savez pas quand vous serez jugé, ni comment, ni ce que l'on décidera. Et cette absence de réponse peut être plus difficile encore que le jugement lui-même. Votre esprit commence à tourner, à revenir sur les événements, à rejouer les scènes, à chercher des explications, des solutions. Mais ici, vous n'avez que peu de prise. Vous êtes suspendu entre deux moments, entre l'accusation et la décision. Et dans cet espace, quelque chose change en vous. Une forme de fatigue douce, une lassitude, mais aussi une adaptation. Car peu à peu, vous apprenez à vivre dans ce temps étiré, à accepter le rythme lent, à observer les détails. Un rayon de lumière, un bruit de pas, une voix au loin. De petites choses qui deviennent importantes. Et tandis que vous laissez votre regard se poser sur ces murs épais, sur ces silhouettes silencieuses, une pensée s'installe doucement en vous. Attendre, sans savoir, peut parfois être une épreuve plus profonde que le jugement lui-même. Car dans cette attente, tout reste possible. Le pire, comme le reste. Le temps s'étire, encore. Vous ne savez plus vraiment combien d'heures se sont écoulées. Peut-être des jours, peut-être davantage. Ici, les repères se dissolvent lentement, comme si la lumière elle-même hésitait à marquer le passage du temps. Vous êtes toujours là, dans cet espace fermé, dans cette attente, et peu à peu, vous commencez à percevoir ce que signifie vraiment être enfermé au Moyen-Âge. Ce n'est pas seulement être privé de liberté, c'est dépendre entièrement des autres, de ceux qui vous gardent, de ceux qui vous jugeront, de ceux qui décideront quand tout cela prendra fin. Vous observez autour de vous avec plus d'attention. Chaque détail prend une importance nouvelle. La paille sur laquelle vous reposez, les murs irréguliers, parfois humides, la lumière qui change légèrement selon l'heure du jour, sans jamais devenir vraiment claire. Et puis, les autres, car vous n'êtes pas seul. Certains hommes sont là depuis plus longtemps que vous. Vous le devinez à leur posture, à leur silence, à la manière dont ils semblent s'être habitués à cet espace. D'autres viennent d'arriver. Leurs regards sont encore vifs, inquiets. Ils observent tout, comme vous l'avez fait. Puis peu à peu, eux aussi ralentissent. Vous comprenez alors que la prison transforme. Pas brutalement, mais lentement. Elle use, elle fatigue. Elle oblige à s'adapter. Et cette adaptation peut être dangereuse, car elle vous rend plus vulnérable, plus fragile face à ce qui viendra ensuite. Vous commencez à entendre des bruits plus distincts. Des pas, des voix, des portes que l'on ouvre, puis que l'on referme. Parfois, quelqu'un est appelé. On prononce un nom. L'homme se lève. Il disparaît et ne revient pas toujours. Vous ne savez pas ce qui l'attend. Un interrogatoire, un jugement, une peine. Mais chaque départ laisse une trace, un silence, une tension, car chacun sait que son tour viendra. Et dans cette attente, quelque chose d'autre apparaît. Les interrogatoires. On vous appelle, on vous fait sortir. La lumière vous paraît presque agressive après l'obscurité.
On vous pose des questions, toujours les mêmes, ou presque. On revient sur les faits, on cherche des contradictions. On insiste, pas forcément avec violence, mais avec une constance, une répétition, qui fatigue, qui épuise. Vous devez répondre, encore, et encore. Et parfois, vous doutez, pas de votre innocence peut-être, mais de vos souvenirs, de vos mots, de votre capacité à tenir. Car l'attente, combinée à ces interrogatoires, crée une pression, douce mais persistante. Et dans certains cas, surtout à partir du XIIIe siècle avec le développement des procédures inquisitoires, cette pression peut aller plus loin. On cherche la vérité, à tout prix, et pour cela, certains moyens apparaissent, encadrés, théoriquement limités, mais bien réels. La torture. Vous n'y êtes pas confronté directement ici, mais vous en entendez parler. Des récits, des murmures, des souvenirs laissés par ceux qui sont passés avant vous. Et cela suffit à créer une peur sourde. Car vous comprenez que, dans ce monde, la vérité peut être arrachée. Non pas toujours, mais parfois. Et face à cela, la résistance devient difficile. Certains finissent par avouer. Pas nécessairement parce qu'ils sont coupables, mais parce qu'ils sont épuisés. Parce que l'attente est trop longue. Parce que la pression est trop forte. Et ces aveux deviennent des éléments du jugement. Vous ressentez alors toute la complexité de cette situation. La prison n'est pas une simple étape. Elle fait partie du processus. Elle influence, elle transforme, elle peut même orienter le verdict. Et pourtant, malgré tout cela, des moments de calme existent, des instants suspendus, où le silence devient presque apaisant, où vous écoutez simplement votre respiration, où vous observez la lumière qui glisse lentement sur la pierre, comme si, malgré l'enfermement, une forme de vie continuait, différente, plus lente, mais présente. Et dans ce rythme particulier, une pensée s'installe en vous. Ici, le temps ne sert pas seulement à attendre. Il agit, il fatigue, il façonne, et parfois, il brise ce que le jugement n'a pas encore touché. Le temps d'attente finit toujours par céder, même ici, dans cet espace où les jours se confondent, où les heures semblent suspendues. Quelque chose finit par rompre ce calme incertain. On prononce un nom, le vôtre, ou celui d'un autre. Et aussitôt, tout se remet en mouvement. On vous fait sortir. La lumière vous frappe doucement, presque avec hésitation, comme si vos yeux devaient réapprendre à voir le monde. L'air paraît plus vif, plus large, presque irréel après l'enfermement. Vous marchez, lentement, encadré, observé, et à chaque pas, vous sentez que vous vous rapprochez d'un moment irréversible. Le jugement. Vous arrivez dans cet espace que vous connaissez désormais. Rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. Car cette fois, il ne s'agit plus d'écouter, ni de chercher, il s'agit de décider. Les regards sont posés sur vous, point plus fixe, plus lourd. On ne cherche plus à comprendre ce qui s'est passé, on cherche à conclure. Et lorsque la parole est donnée, elle est brève, claire, point sans détour. La décision tombe, et avec elle, à la peine, vous ressentez immédiatement la différence. Car ici, la sanction n'est pas abstraite, elle est visible, concrète. Elle s'inscrit dans le corps, ou dans la vie entière, dans ce monde. Punir ne consiste pas seulement à corriger un individu, c'est montrer, exposer, faire comprendre. La peine est publique, elle doit être vue, car elle ne s'adresse pas seulement à celui qui la reçoit, elle s'adresse à tous les autres. Vous commencez à percevoir les différentes formes que cette peine peut prendre. Pour les fautes les moins graves, il peut s'agir d'une amende, une somme à payer, parfois importante, parfois difficile à réunir, mais qui permet, en quelque sorte, de réparer, de compenser. C'est une justice qui équilibre, mais très vite, les sanctions deviennent plus physiques, plus marquantes. Vous entendez parler du pilori, une structure de bois, souvent placée au centre du village. On y attache le condamné, on l'expose, au regard, aux paroles, parfois aux moqueries. Ce n'est pas une douleur intense, mais c'est une humiliation profonde. Et dans ce monde où l'honneur est essentiel, cela suffit à laisser une trace durable. Vous imaginez ce moment, le regard des autres, les visages connus, les murmures, et cette sensation d'être réduit à une faute, à une erreur, à une image que tous retiendront. Puis viennent des peines plus dures. Les coups, la flagellation, des gestes répétés, infligés publiquement. Le corps devient le support de la sanction. Il porte la trace de la faute. Il la rend visible. Et parfois, cette trace ne disparaît pas, car
Certaines peines vont plus loin encore. La mutilation, couper une main pour un vol marqué au fer rouge, infliger une blessure qui ne guérira jamais. Complètement, vous ressentez alors toute la brutalité de ce système, mais aussi sa logique. Car dans ce monde, la peine doit dissuader, elle doit frapper les esprits, elle doit empêcher les autres de commettre les mêmes actes. Et pour cela, elle doit être marquante, visible, inoubliable. Vous observez les réactions autour de vous. Certains détournent le regard, d'autres observent, apprennent, retiennent, car chacun sait que cela pourrait lui arriver. Et peu à peu, une idée s'installe en vous. La justice médiévale ne cherche pas seulement à punir, elle cherche à maintenir un ordre, un équilibre fragile, entre la peur et la règle. Et tandis que vous laissez ces images se former dans votre esprit, une pensée s'impose doucement. Ici, la peine ne disparaît pas avec le temps, elle reste, dans le corps, dans les mémoires et dans le regard des autres, bien après le jugement. Le silence revient, mais il n'est plus tout à fait le même. Après la décision, après l'annonce, quelque chose s'installe, une gravité plus lourde, plus profonde. Car désormais, il ne s'agit plus de comprendre ni de juger, il s'agit d'exécuter. Vous ressentez cette transition presque physiquement. L'air semble plus dense, les regards plus fixes. Ceux qui entourent la scène savent que ce qui va suivre dépasse les mots, car certaines peines ne s'arrêtent pas à la douleur, elles vont jusqu'à l'irréversible. Vous percevez d'abord une forme de retenue, comme si même dans ce monde habitué à la dureté, une limite existait, une frontière invisible, que l'on franchit avec une certaine solennité. Puis cette frontière s'efface, et la peine la plus extrême apparaît, la mort. Elle n'est pas systématique, mais elle existe. Elle concerne les crimes les plus graves, ceux qui menacent l'ordre social, l'autorité ou l'équilibre perçu comme essentiel. Un meurtre, une trahison, dans certains cas, une hérésie. Vous imaginez alors la scène. Un espace dégagé, souvent le même que celui où l'on juge. La communauté rassemblée, comme pour les autres peines. Mais cette fois, l'atmosphère est différente, plus lourde, plus silencieuse, car chacun sait qu'il n'y aura pas de retour. La manière d'exécuter dépend du statut. Un noble peut être décapité. Un geste rapide, considéré comme plus digne, plus conforme à sa position. Un homme du peuple, lui, peut être pendu, le corps suspendu, visible, parfois laissé un temps, comme un rappel, comme un avertissement. Dans certains cas, notamment pour les crimes religieux, le feu intervient. Le bûcher, une image forte, presque irréelle, mais bien présente dans ce monde. Une peine associée à une idée de purification, de destruction du mal. Vous ressentez alors toute la puissance de ces images. Elles ne sont pas seulement destinées à punir, elles sont faites pour marquer, pour rester dans les esprits. Car la justice médiévale est aussi une mise en scène, un moment collectif, une leçon. On ne cache pas la peine, on la montre, on la partage. Et dans ce partage, chacun apprend, chacun intègre les limites. Mais au-delà de ces peines visibles, une autre dimension apparaît, plus discrète, plus intérieure. La peine de l'âme. Dans les juridictions ecclésiastiques ou en complément des sanctions civiles, des pénitences peuvent être imposées, des prières répétées, des jeûnes, des pèlerinages, des actes destinés à réparer, à expier, à se rapprocher de Dieu. Ces peines ne marquent pas le corps de la même manière, mais elles marquent leur temps. Elles s'inscrivent dans la durée, dans l'effort point dans la répétition. Vous comprenez alors que la justice médiévale ne sépare jamais totalement le visible et l'invisible, le corps et l'âme. Punir, c'est corriger, mais c'est aussi tenter de sauver, ou du moins, de rétablir un ordre. Vous observez les visages autour de vous. Certains sont fermés, d'autres pensifs. Il n'y a pas toujours de joie dans ces moments. Parfois même, une forme de gravité partagée, car chacun sait que la justice, ici, peut frapper vite et qu'elle ne laisse que peu de place à l'erreur. Vous ressentez alors toute la complexité de ce système. Il est dur, parfois brutal, mais il est aussi structuré par une logique, une vision du monde où chaque acte a une conséquence, où chaque faute doit être corrigée, où l'ordre doit être maintenu, et tandis que le calme revient lentement, que les silhouettes se dispersent, que la vie reprend son cours. Une pensée s'installe en vous, plus profonde, plus persistante. Dans ce monde, être condamné ne signifie pas seulement subir une peine,
cela signifie être transformé, dans son corps, dans son âme, et dans la mémoire de tous ceux qui auront vu et qui se souviendront. Le temps passe, lentement mais sûrement. Vous le sentez dans l'air, dans les habitudes, dans ces détails presque imperceptibles qui, peu à peu, transforment le monde sans jamais le bouleverser d'un seul coup. Rien ne disparaît vraiment, mais certaines choses changent, et parmi elles, la justice. Jusqu'ici, vous avez découvert une justice proche, locale, incarnée par le Seigneur, nourrie par les coutumes et les relations humaines. Une justice qui dépend des hommes que vous voyez, que vous connaissez, parfois même que vous côtoyez. Mais à partir du XIIe siècle, une autre présence commence à s'affirmer, plus lointaine, plus vaste, plus discrète au début, mais de plus en plus influente. Le roi, vous n'êtes pas en face de lui, vous ne le voyez pas, et pourtant, son autorité commence à se faire sentir, comme une vague lente qui avance sans bruit. Dans certaines régions, les rois, notamment les Capétiens, entreprennent de renforcer leur pouvoir. Ce n'est pas une conquête brutale. C'est un travail patient, progressif, presque invisible. Ils récupèrent des terres, affirment leur autorité, nouent des alliances, et peu à peu, ils étendent leur influence. Avec cette influence vient une ambition nouvelle. Rendre la justice. Non plus seulement laisser les seigneurs décider, mais intervenir, contrôler, corriger. Vous commencez à entendre parler d'une idée qui se développe à cette époque. Le roi est le souverain justicier. Cela signifie qu'au-dessus des justices locales, il existe une autorité supérieure, une autorité capable de revoir une décision, de corriger une erreur, d'imposer une autre lecture. C'est une transformation profonde. Car jusque-là, la justice semblait ancrée dans la proximité. Désormais, elle peut venir de plus loin. Vous imaginez alors ce que cela change. Si vous êtes jugé injustement par un seigneur, il devient possible, dans certains cas, de faire appel, de porter votre affaire plus haut, vers une juridiction royale. Ce n'est pas simple, ce n'est pas accessible à tous. Mais cette possibilité existe et elle introduit quelque chose de nouveau, une forme d'espoir. Peu à peu, cette justice royale s'organise. Elle ne reste pas abstraite. Des hommes sont envoyés dans les territoires. On les appelle baillis dans le nord et sénéchaux dans le sud. Leur rôle est multiple. Ils représentent le roi, ils surveillent les seigneurs, ils administrent, mais surtout, ils rendent la justice en son nom. Vous les imaginez arrivant dans une région, écoutant les affaires, observant les pratiques locales et imposant, parfois, une autre manière de juger. Plus encadrée, plus structurée. Vous ressentez alors une évolution. Lente, mais réelle. La justice commence à se détacher des seules relations personnelles. Elle devient plus institutionnelle, plus organisée. Mais cela ne signifie pas que tout change immédiatement. Les seigneurs conservent une grande partie de leur pouvoir. Les coutumes restent importantes. Les pratiques anciennes continuent. Mais une tension apparaît, une coexistence, entre deux formes de justice, l'une ancienne, locale, enracinée, l'autre plus récente, plus centrale, plus ambitieuse. Et dans cette coexistence, des conflits peuvent naître, des désaccords, des résistances, car céder le pouvoir de juger, ce n'est pas anodin, c'est perdre une part de son autorité. Vous ressentez alors que vous êtes témoin d'un moment particulier, un moment de transition, un passage. Entre un monde où la justice est multiple, fragmentée, et un monde qui cherche, peu à peu, à l'unifier, et tandis que vous laissez cette transformation s'installer doucement dans votre esprit, une pensée se forme. La justice change, mais elle ne disparaît jamais vraiment. Elle se déplace, elle se transforme, et parfois, elle s'éloigne de ceux qu'elle juge. Le temps continue de glisser, lentement, presque imperceptiblement. Et pourtant, autour de vous, les transformations s'installent plus clairement. Ce que vous perceviez comme une évolution discrète devient désormais une présence plus affirmée. La justice ne dépend plus uniquement des lieux familiers, des visages connus, des équilibres locaux. Elle commence à prendre une autre forme, plus large, plus organisée, plus distante. Vous entendez parler d'un roi particulier, un roi dont le nom traverse les générations, comme une référence presque idéale.
Louis IX, que l'on appellera plus tard Saint Louis. Son règne, au XIIIe siècle, marque une étape importante dans cette évolution. On raconte qu'il rendait la justice sous un chêne, à Vincennes, une image simple, presque paisible, celle d'un roi accessible, à l'écoute, soucieux d'équité. Mais au-delà de cette image, il y a une réalité plus profonde, une volonté de structurer, de moraliser, d'encadrer davantage les pratiques judiciaires. Sous son influence, certaines méthodes commencent à être remises en question. Le duel judiciaire, par exemple, est progressivement limité. On ne l'interdit pas immédiatement, mais on en réduit l'usage. On cherche d'autres moyens de trancher, d'autres formes de preuves, moins dépendantes de la force, plus contrôlées, plus rationnelles dans la mesure de ce monde. Vous ressentez alors un changement de logique. La vérité ne doit plus seulement émerger du combat ou de l'épreuve. Elle doit être recherchée, construite, examinée. Et pour cela, l'écrit prend une place de plus en plus importante. Les décisions commencent à être consignées, les procédures à être décrites, les témoignages à être notés. Ce qui, autrefois, reposait sur la mémoire et la parole, se fixe peu à peu. Cela apporte une forme de stabilité, une continuité, mais aussi une complexité nouvelle. Car comprendre la justice devient plus difficile. Elle n'est plus seulement vécue, elle doit être suivie, respectée dans ses formes. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas ces nouvelles règles, cela peut être déroutant. Vous percevez aussi l'émergence d'institutions plus structurées, des tribunaux royaux, des cours de justice qui ne dépendent plus directement d'un seigneur local. Et parmi elles, une institution prend une place particulière, le Parlement, notamment celui de Paris. À partir du XIVe siècle, il devient une cour majeure. Il juge en appel, il examine les décisions prises ailleurs. Il enregistre aussi les actes royaux. Vous imaginez ce lieu, moins proche, moins accessible, mais plus stable, plus organisé, et peu à peu, plus influent. La justice devient alors un instrument du pouvoir royal. Elle ne sert pas seulement à trancher des conflits, elle sert à affirmer une autorité, à imposer une présence, à structurer un territoire. Vous ressentez cette évolution comme un glissement, un passage entre deux mondes. D'un côté, une justice ancrée dans la proximité, dans les relations humaines, dans la connaissance directe des individus. De l'autre, une justice plus lointaine, plus abstraite, plus encadrée. Et entre les deux, vous, comme témoin de cette transformation, vous comprenez alors que cette évolution n'est ni entièrement positive, ni entièrement négative. Elle apporte plus de régularité, mais elle éloigne aussi la justice de ceux qu'elle concerne. Elle réduit certaines violences, mais elle introduit de nouvelles formes de complexité. Et dans ce mouvement lent, presque silencieux, une question émerge. Une question qui traverse le temps. La justice devient-elle plus juste, ou simplement différente? Vous laissez cette pensée s'installer. Elle ne demande pas de réponse immédiate. Elle accompagne simplement ce que vous venez de traverser. Et tandis que le monde autour de vous semble retrouver son calme, son rythme habituel, vous ressentez que quelque chose a changé. Pas seulement dans les institutions, mais dans la manière même de penser la justice. Comme si, peu à peu, elle quittait le domaine du visible, pour entrer dans celui des règles, des écrits, des systèmes. Et vous restez là, un instant, dans ce passage entre deux époques, à observer une justice qui ne cesse d'évoluer, sans jamais disparaître. Le temps ralentit à nouveau. Après avoir traversé les lieux, les regards, les décisions, vous arrivez dans un espace plus calme, presque silencieux, comme si le monde lui-même vous invitait à vous arrêter un instant, à observer autrement, à ressentir ce qui reste, une fois que tout est terminé. Car la justice médiévale ne s'arrête pas au verdict, elle ne disparaît pas avec la peine, elle continue, autrement, plus discrètement, mais plus profondément. Vous marchez lentement, le vent est plus doux maintenant, presque apaisant. Les sons sont lointains, étouffés. Et peu à peu, vous prenez conscience de quelque chose d'essentiel. Ce que la justice laisse derrière elle. Une trace, invisible, mais durable. Dans ce monde, être jugé ne signifie pas seulement subir une décision. Cela signifie entrer dans la mémoire des autres. Vous imaginez les visages, les conversations du soir, les récits partagés près du feu. On se souvient de celui qui a été condamné, de celui qui a été exposé, de celui qui a été accusé, même s'il a été reconnu innocent. Car le doute, lui, ne disparaît pas toujours. Il reste, il s'installe, il se transmet. Et dans une société où l'écrit est encore limité, où les histoires circulent de bouche en bouche, cette mémoire prend une importance immense. Elle devient une forme de vérité, pas toujours exacte, pas toujours juste, mais profondément ancrée. Vous comprenez alors que la justice médiévale ne marque pas seulement le corps, elle marque les esprits,
Elle transforme la manière dont une personne est perçue, parfois pour le reste de sa vie. Et même au-delà, car après la mort, le souvenir reste, le nom, l'histoire, l'image. Vous ressentez cela avec une certaine lenteur, comme une vague douce. Mais persistente. Car dans ce monde, la peur n'est pas toujours immédiate. Elle est diffuse, présente en arrière-plan. La peur d'être accusé, la peur de ne pas être cru, la peur de voir son nom associé à une faute que l'on n'a peut-être pas commise. Et cette peur influence les comportements. Elle pousse à la prudence, à la retenue, à l'observation. Elle façonne la manière de vivre, de parler, d'agir. Vous commencez alors à comprendre que la justice médiévale ne se limite pas aux tribunaux. Elle est partout, dans les gestes du quotidien, dans les relations, dans les choix que l'on fait, parfois sans même y penser. Elle devient une forme de cadre invisible. Un équilibre fragile entre la liberté et la contrainte. Et dans cet équilibre, chacun apprend à évoluer, à s'adapter, à survivre. Vous laissez votre regard se poser sur le paysage, les champs, les habitations, les silhouettes au loin. Tout semble paisible. Et pourtant, vous savez maintenant ce qui se cache derrière cette apparence. Un monde de règles, de jugements, de conséquences. Un monde où chaque acte peut être observé, interprété, et parfois retenu. Et tandis que cette prise de conscience s'installe doucement, une pensée émerge. Dans ce monde, on ne vit jamais complètement seul. On vit sous le regard des autres. Et ce regard peut durer bien au-delà de la vie elle-même. Le silence s'installe doucement. Après tout ce que vous avez vu, entendu, ressenti, il ne reste presque plus que cela. Un calme lent, profond, comme si le monde lui-même vous laissait le temps de déposer chaque image, chaque sensation. Vous marchez encore un peu, sans direction précise, simplement pour laisser les choses se mettre en place. Et peu à peu, votre regard change. Vous ne voyez plus seulement ce qui est devant vous. Vous percevez ce qui relie tout cela. Car la justice médiévale, avec ses peines, ses jugements, ses rituels, n'est pas isolée. Elle appartient à une histoire plus longue, plus vaste, qui ne s'arrête pas avec la fin de cette époque. Vous commencez à ressentir cet héritage, comme une trace discrète qui traverse les siècles. Certaines pratiques disparaissent. Les ordalies, les duels judiciaires, ces moments où l'on confiait la vérité au feu, à l'eau ou à la force, peu à peu, ils s'effacent, ils laissent place à d'autres formes de justice, plus écrite, plus organisée, plus contrôlée, mais tout ne disparaît pas. Certaines idées restent, la nécessité de prouver, l'importance du témoignage, le rôle de l'autorité, la volonté de maintenir un ordre. Vous reconnaissez ces éléments sous une autre forme, dans un autre monde, mais ils sont là, transformés, mais présents. Vous comprenez alors que ce que vous avez traversé n'est pas un monde totalement étranger. C'est une étape, un passage, une fondation, en quelque sorte. Et dans cette continuité, une question apparaît, simple mais profonde. Qu'est-ce que la justice? Est-ce se punir? Est-ce se comprendre? Est-ce se réparer? Ou simplement maintenir un équilibre? Vous laissez cette question exister, sans chercher à y répondre, immédiatement, car elle n'a peut-être pas de réponse unique, elle évolue, comme la justice, elle-même. Vous sentez alors le présent revenir doucement, les sons changent, l'air devient différent, plus familier, mais quelque chose reste, une sensation, une conscience nouvelle. Vous avez marché dans ce monde. Vous avez ressenti ses règles, ses peurs, ses équilibres. Vous avez compris, au moins en partie, ce que signifiait être jugé, dans un temps où la vérité ne se prouvait pas toujours comme aujourd'hui. Et maintenant, vous revenez, lentement, sans rupture, comme si le passage entre les deux mondes se faisait en douceur. Vous reprenez votre respiration, plus calme, plus régulière. Et dans ce retour, une dernière pensée vous accompagne. Dans ce monde ancien, avec ses incertitudes, ses épreuves, ses jugements parfois brutaux, auriez-vous survécu? Auriez-vous su parler? Convaincre? Résister? Ou simplement être cru? La réponse n'est pas nécessaire. Elle reste suspendue, comme une question que l'on emporte avec soi. Et tandis que tout s'apaise autour de vous, que les images s'éloignent lentement, une dernière sensation demeure, celle d'avoir traversé un monde où la justice ne se contentait pas de juger les actes, mais façonnait les vies,
et les mémoires bien au-delà du temps. Le voyage s'achève doucement. Le silence qui vous entoure n'est plus celui de l'attente ou de la crainte, mais celui, plus apaisant, d'un retour progressif. Comme si, après avoir traversé ces siècles, ces lieux, ces regards, vous retrouviez lentement votre propre monde. Prenez un instant, respirez, et laissez les images se déposer. Vous avez marché dans les pas de celles et ceux qui vivaient sous la justice médiévale. Vous avez ressenti la fragilité d'une accusation, le poids d'un regard, la force d'un serment. Vous avez traversé des lieux où la vérité ne se démontrait pas toujours, mais se construisait, se défendait, parfois se subissait. Vous avez compris que la justice, à cette époque, n'était pas une mécanique froide, elle était humaine, imparfaite, influencée par la réputation, la foi, la hiérarchie et le regard des autres. Vous avez vu comment elle pouvait protéger, mais aussi exposer, comment elle pouvait maintenir un ordre, mais aussi briser des existences. Et pourtant, malgré sa dureté, elle faisait partie du monde. Elle donnait des repères, elle posait des limites, elle permettait, d'une certaine manière, de vivre ensemble. Maintenant que vous revenez doucement à vous, une question peut rester, flottant quelque part entre le passé et le présent. Et vous, dans ce monde-là, auriez-vous su vous défendre? Auriez-vous été entouré? Auriez-vous été entendu? Ou bien auriez-vous dû affronter seul une justice incertaine? Il n'y a pas de réponse parfaite, seulement une réflexion, un écho, quelque chose que vous pouvez garder avec vous, comme une trace de ce voyage. Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse. Si cette histoire vous a plu, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines nuits d'histoire. Laissez un petit commentaire pour dire d'où vous nous écoutez et doucement déposez un j'aime avant de fermer les yeux. Et maintenant, laissez le calme vous envelopper.